Très bien, merci. Je vais commencer, comme mon prédécesseur, à remercier ceux qui ont eu le plaisir de nous inviter. On a beaucoup d'honneur et de plaisir à être présent ici et je voulais vous remercier de cette invitation pour évoquer, en ce qui me concerne, les jardins japonais en Europe. Je vais commencer par me présenter, donc Jean-Pierre Chavassieux. J'ai eu plusieurs vies, d'abord professeur horticole dans la région Rhône-Alpes. Après, j'ai eu la chance de m'occuper de la restauration du parc oriental de Montlévrier, de son jardin japonais de 1987 jusqu'en 2008, un peu plus de 20 ans. J'ai toujours été dans le milieu du jardin, même si j'ai pris beaucoup de défauts pendant une période. J'ai été maire de la commune de Montlévrier pendant 19 ans, j'étais vice-président du département, donc vous voyez, j'ai plein de défauts, je suis très bavard, donc c'est un gros défaut aussi. Mais j'ai toujours eu, et j'ai encore, l'amour du jardin, et j'avais décidé en 2020 d'arrêter tous les mandats pour justement me reconsacrer à ce qui est ma première des passions, le jardin ou les jardins de toute nature, et des jardins japonais en particulier, ce qui m'a permis d'organiser et de réunir et d'essayer de fédérer l'ensemble des jardins japonais en Europe qui existent aujourd'hui, qui ont différentes origines. Et j'ai pu créer et constituer l'Association européenne des jardins japonais, donc, qui a été créée le 1er juin 2022, donc vous voyez c'est récent, ça fait à peine 2 ans, qui a été parrainée à la fois par l'ambassadeur du Japon en France et l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui ont bien voulu parrainer cette association qui va tenter de réunir plutôt, l'ensemble des jardins japonais, des professionnels qui travaillent sur les jardins japonais ou des personnes amateurs ou autres, passionnés de jardins japonais. Et même s'il paraît parfois très organisé, on peut faire aussi des jardins japonais avec des espèces vernalisantes, autrement dit, qui sont du cru. C'est pour rejoindre l'intervenant précédent. Tout peut se faire aussi, d'une certaine manière en tout cas, quand on respecte certains principes. Alors, mon intervention, elle ne se veut pas du tout exhaustive. Je le précisais, puisque ça serait très long. Il m'arrive d'intervenir auprès d'écoles ou autres, et ça peut durer 1h30, 2 heures. Donc forcément, j'ai dû raccourcir. Donc vous n'en voudrez pas si je ne suis pas exhaustif. D'abord, je pense qu'on ne l'est jamais. Je commencerai par une petite présentation, introduction. Ce qu'est le japonisme dans l'art du jardin à l'époque des premières expériences que nous avons connues en Europe, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e. C'est ce que j'ai appelé l'émergence du jardin japonais en Europe. Je parlerai forcément de quelques jardins japonais aujourd'hui. Je donnerai quelques exemples. Il y en a qui ne sont pas très loin d'ici. Et puis, je terminerai par une présentation très synthétique des objectifs, des rôles et de ce qu'est l'Association européenne des jardins japonais. Alors, là, des grandes évidences, mais c'est toujours bon de le rappeler. Nous savons tous, et vous appréciez si vous êtes ici, les jardins, que ces jardins sont vraiment des lieux qui sont pour nous essentiels. D'abord parce que c'est une approche indirecte de la nature, même si le terme de nature, on va y mettre des grosses guillemets, mais en tout cas, c'est recréer un lien formel avec la nature et les végétaux. Ils répondent aux besoins de nos sociétés, quelles qu'elles soient, et depuis longtemps, puisque ces jardins, ils nous accompagnent dans nos cérémonies, X ou Y, dans des divertissements, je parle des concerts et d'autres, et plein d'autres choses. Ils peuvent nous aider parfois à nous ressourcer, à méditer. Ce sont des lieux de création, on a vu des exemples tout à l'heure, c'est des lieux de production, conservation, de collection, voilà, on peut dire beaucoup de choses sur les jardins. On aime à la fois être dans le jardin, et quand on y a goûté, on aime aussi faire du jardin. Ça fait partie des clés essentielles de notre bien-être pour à la fois nous construire et grandir et faire grandir bien au-delà de nos propres personnes et individus les différents lieux de culture du monde et de savoir. Et c'est un lieu idéal aussi pour des échanges de savoir. Et c'est, je le disais en introduction, c'est un espace naturellement connecté ou qui connecte l'homme à son environnement. En tout cas, c'est un lieu qui est fait pour ça. Et donc, le jardin est forcément un lieu qui est un art universel qui peut dépasser les frontières, en tout cas qui s'affranchit des frontières et des différences entre les cultures. Autrement dit, c'est un jardin et d'une certaine manière toujours une ode à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. Et donc, j'encourage tout le monde, et surtout dans ces périodes un peu compliquées, à visiter plein de jardins et de styles de jardins parce que ça montre qu'il y a plein de cultures et de richesses différentes. Et ça, c'est important dans le monde que l'on vit aujourd'hui. Alors, le japonisme, dans l'art du jardin, comme vous le savez, on a
à la fin de la deuxième partie du 19e siècle, le Japon s'est ouvert à l'international. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était vraiment isolé, puisqu'il avait des relations quand même avec les Pays-Bas, en tout cas de l'époque, mais il y a eu un blocus des Américains déjà, dans la fin du 19e, ce qui a obligé le Japon à s'ouvrir. Et donc ça a créé en Europe et en Occident, pas qu'en Europe, aux États-Unis aussi, tout un goût et une découverte de ce qu'était la culture du Japon. Ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le japonisme, qui a beaucoup influencé de nombreux intellectuels, artistes, les impressionnistes pour ne citer que ceux-là parce que c'est très connu, je pense à Monet et autres bien sûr. Et ce japonisme s'est aussi retrouvé dans les jardins. Beaucoup de grandes familles ont été sensibles, beaucoup de collectivités, et en tout cas ceux qui organisaient des expositions universelles. C'était l'occasion pour le Japon aussi de montrer sa culture au travers du jardin, et c'est à partir des expositions universelles que finalement le Japon et le jardin japonais s'est fait connaître. Et suite à ces premières expériences, j'en montrerai quelques-unes après, quelques jardins ont été faits dans le jardin japonais. Alors, on a souvent l'image des jardins zen, mais ce qui a donné les exemples que l'on connaît à la fin du 19e siècle sont d'abord des jardins qu'on appelle plutôt des jardins de promenade qui correspondent à la période Edo, beaucoup. Alors, ce qu'est la période Edo, c'est la période où la ville de Tokyo s'appelait Edo. Ça, c'est relativement simple à se rappeler. Et c'est, on va dire, c'est entre le 16e, là aussi je caricature volontairement, on va dire que c'est entre le 16e et le milieu du 19e. Et donc, beaucoup de ces jardins, y compris dans les expositions universelles, sont plutôt des jardins références à cette période-là, et beaucoup de paysagistes concepteurs de cette époque en Occident ont été très sensibilisés, comme les peintres ont pu être très inspirés par le japonisme. Les paysagistes concepteurs ont été inspirés et ont appliqué dans leur vocabulaire de leur propre jardin, pas nécessairement japonais d'ailleurs, des façons de travailler le paysage japonais. L'inverse est vrai aussi. Les Japonais et les jardins japonais qui ont été faits à partir de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle se sont aussi inspirés de jardins, on va dire, occidentaux, les jardins paysagers anglais. Si un jour vous allez à Tokyo, vous voyez le parc Shinjuku-Joen, qui est un parc qu'on dit japonais, et il a été très influencé par le paysagisme, par les paysages anglais. Et donc, comme je l'ai écrit, la plupart de ces œuvres japonisantes étaient au commencement qu'un simple copiage de l'art japonais. Alors, il y a un terme que je vais tout de suite clarifier. On se met d'accord avec les Japonais et les professeurs japonais avec qui nous sommes en relation depuis quand même un certain nombre d'années. Nous considérons qu'il n'y a pas de jardin japonais en dehors du Japon. D'accord ? Les seuls jardins japonais sont au Japon, ils sont faits, ils ont été conçus, ils sont entretenus et travaillés par les Japonais. Tout le reste, c'est des jardins d'inspiration japonaise. Alors, on simplifie, et heureusement d'ailleurs, en disant ce sont des jardins japonais, mais voilà, on s'est défini une fois pour toutes avec les universités japonaises que, d'une manière très directive et autoritaire, les jardins japonais, c'est au Japon. Ici, nous avons des jardins d'inspiration japonaise. Ça fâche personne, c'est pas grave. On avance quand même. Alors, les premières visions de ce que pouvait être un espace jardin japonais sont apparues dans les expositions universelles. La première d'entre elles en 1867 à Paris, où là, il y avait un enclos japonais. On ne parlait pas de jardin japonais, un enclos japonais avec sa ferme, quelques poules ou coqs japonais, qui se trouvaient, pour le situer, au niveau du jardin du Trocadéro. Première vision de ce qu'ont pu voir les Européens de ce qu'était le Japon. Surtout, ce qu'on estime être le premier jardin japonais en Europe, c'est celui qui était présent à l'exposition universelle de 1873 à Vienne. Vous avez une photo où là, donc, des lanternes ont été importées du Japon. Il y a eu un petit aménagement qui a été fait, vous le voyez derrière moi, ça, voilà. Les lanternes japonaises, il n'y avait pas de carpe-koi, mais il y avait un bassin, des petits pas japonais, une petite rocaille. Je reviendrai sur ces rocailles parce qu'elles ont donné naissance dans les 30 ans après, au début du XXe siècle, à ce qu'on a appelé les jardins alpino-japonais, toute une mode
de jardin alpino-japonais. Donc, première expérience, en tout cas, jardin japonais en Europe, c'est l'exposition à Vienne. Là, on a une gravure qui nous montre notamment un petit temple Shinto. Ce qu'on a vu, la photo qu'on a vue, c'était depuis cet angle-là, avec la rocaille et les lanternes, vous voyez. Mais il y avait un petit pont cintré japonais et puis un petit temple Shinto qui avait été construit et démonté au Japon et construit pour l'exposition universelle de Vienne. Voilà la première vision que les Européens ont pu avoir d'un jardin japonais. Ensuite, 1889, exposition universelle de Paris, où là, c'est un événement important parce qu'il y a un jardin japonais, mais surtout il y a un japonais qui arrive avec le jardin. Ce japonais, on le devine, il est là. Ce japonais, et on va en reparler parce qu'il a beaucoup influencé ensuite des propriétaires, mais aussi des concepteurs français, entre autres. Et donc dans ce jardin, un ingénieur agronome de l'époque qui s'appelle Jean Dibowski présentait dans un de ses écrits, dans ce beau parc de Trocadéro, couvert d'épais ombrages, une visite au jardin japonais donne au plus haut point l'illusion d'un paysage au pays lointain. Alors il indiquait qu'on commençait par gravir quelques marches, on les voit, ensuite on marchait sur un pas japonais fait de rondins, il y avait une petite construction en bambou, et il y avait des arbres, ce qu'il appelait à l'époque des arbres nains taillés. On peut penser, et on sait que c'était des bonsaïs. Et ce jardin japonais, il a été réalisé et il a été entretenu le temps de l'exposition universelle par Hata Watsuke. Hata, c'est son nom, Watsuke, c'est son prénom. Il est arrivé donc avec l'exposition universelle de 1889 et qui a vécu en France il est décédé ici en France jusqu'en 1928. Il a épousé une Française, il n'y a pas eu de descendants, mais c'était quelqu'un qui a beaucoup conseillé, œuvré. Il avait même, à la fin de sa vie, des aides, des assistants qui allaient dans différents lieux en France et en Europe pour donner quelques conseils. Le défaut, si je puis parler de défaut, c'est que Hata, comme beaucoup de Japonais, ne faisait pas de plans. Il faisait des esquisses. Et on retrouve des signatures qui sont des arrangements de rochers, et on peut dire, tiens, il a pu, mais il n'y a pas d'écrit, ou rarement, il a pu travailler dans tel ou tel jardin. Enfin, on a quand même quelques traces, quand même. Mais en tout cas, on sait qu'il est beaucoup intervenu. Alors, la petite histoire, après son arrivée en 1889, il va être hébergé ou invité par la comtesse de Greffulf, qui voulait avoir un petit espace japonais, mais c'était la mode à l'époque, donc elle voulait avoir un petit espace japonais. Et donc, elle avait donné une petite enveloppe à son garde champêtre pour héberger et nourrir Watsuki Hata. Sauf que le garde champêtre ne s'est pas embêté, il l'a hébergé, mais il allait chasser le lapin et lui donner à manger du lapin tous les jours. Ce régime a très vite lassé Hata, qui est parti, et qui a été hébergé ensuite par le comte de Montesquieu, qui avait des relations avec les Goncourt, etc., et beaucoup. Et c'est grâce à ce lien qu'il a pu ensuite rencontrer Edmond de Rothschild, et c'est lui qui est intervenu, Hata, entre autres. Vous avez à Paris le parc Edmond de Rothschild à Boulogne-Billancourt, région parisienne. Pas très loin, et d'ailleurs, Hata a aussi travaillé à Albert Kahn, jardin Albert Kahn que beaucoup connaissent, pour la partie historique d'Albert Kahn. Donc voilà un personnage qui a fait l'objet d'ailleurs d'un livre d'un japonais qui s'appelle Shunji Suzuki sur un japonais à Paris de 1889 à 1928, où grâce à lui on a pu retrouver quelques-unes de ses expériences en France. Toujours dans la même filiation des expositions universelles, celle de 1900 à Paris. En 1900 à Paris, on va distinguer deux parties. Une partie qu'on appelle le pavillon du Tour du Monde et une partie qui était l'espace officiel du Japon. Le pavillon du Tour du Monde était financé par les messageries françaises et il y avait un architecte français parisien qui avait été mandaté pour faire cet espace-là, ça se trouve au niveau du Trocadéro. Il a été mandaté pour faire le pavillon du Tour du Monde. Ça veut dire que dans ce pavillon du Tour du Monde étaient mis en avant quelques colonies françaises, Cochinchine, etc. Il y avait des parties sur le Cambodge, sur le Laos, sur la Thaïlande, et il y avait d'autres parties aussi sur le Japon. Alors, il avait fait un temple hindou, enfin, soi-disant un temple hindou,
mais on voyait aussi une pagode japonaise. Erreur dramatique pour les Japonais, il y avait un nombre d'étages pair, c'est toujours impair, par exemple. Mais ça montre bien aussi que les architectes, qu'ils soient paysagistes, européens, français ou les architectes bâtiments, Alexandre Marcel est un architecte bâtiment, n'avaient pas saisi encore toutes les subtilités de la culture japonaise. Et donc c'était bien du copiage, il faut bien le comprendre dans ce sens-là. Donc en tout cas, si je parle d'Alexandre Marcel qui a vécu de 1868 à 1928, c'est que, on va en parler plus tard, c'est quelqu'un qui après, bien qu'il était architecte bâtiment, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale, a fait beaucoup pour le japonisme en termes de bâtiments et aussi pour les jardins japonais. Parce que suite à cette exposition universelle, le roi Léopold de Belgique lui a demandé d'intervenir dans son parc royal de Laeken. Si vous allez un jour à Laeken, pas loin de l'Atomium, il y a une pagode chinoise, mais il y a aussi une pagode japonaise à étage. Là, c'est un nombre impair et un tout petit jardin japonais au pied. C'est lui qui a fait aussi, si vous connaissez Paris, la pagode, qui est rue de Babylone, qui a servi de salon de thé, de cinéma, etc. C'est le même architecte. Et c'est lui aussi qui était le gendre de la famille qui occupait le château Colbert à Molévrier, et donc qui a fait le jardin japonais, le paysage japonais à l'époque de Molévrier, dont j'ai eu la chance de m'occuper de la restauration pendant une vingtaine d'années. Et comme je vous le disais, dans l'exposition universelle de 1900, il y avait ce pavillon autour du monde qui était fait par les Français, mais il y avait aussi un espace officiel japonais. Et là, vous avez à la fois la gravure de cette partie japonaise en 1900, où il y a le petit bassin, etc., et puis une photo, alors elle est limitée dans l'espace, mais voilà ce que les Parisiens et bien d'autres, parce qu'on sait bien que les expositions universelles, tous les Européens voyageaient et voyaient ce qui était fait, ont été très sensibles à ces espaces-là. On va traverser la Manche, et une grande exposition, qui n'était pas l'exposition universelle, mais qui était une exposition consacrée au Japon. C'était l'exposition Grande-Bretagne-Japon, et là, ça a été pour les Japonais un moment important pour mettre en avant et montrer que le Japon, voilà, c'était un Japon moderne, et qu'il s'industrialisait aussi. Mais une manière de mettre en avant le Japon, et la manière la plus importante, c'était le jardin. Donc, on voit que le jardin a été à une période aussi, pour les Japonais, un outil politique, de communication, pour montrer, à faire apprécier leur culture. Et forcément, beaucoup d'Européens ont été très sensibles à cette manière de construire le paysage, de l'organiser, et toutes les fabriques qui constituaient ces jardins. Donc là, vous avez une carte postale de l'époque, où il y a eu 2 jardins japonais qui ont été faits, et pas de petite surface, quand même 20 000 m² en tout, donc c'était déjà une surface appréciable. On a 2 autres photos, cartes postales, qui montrent cette réalisation. Et donc, de cette période, pour faire court, 1873-1910, c'est dans cette période-là que se sont faits la majorité des jardins japonais, de la première grande période de japonisme des jardins japonais. Il y en a eu un petit peu après, mais le plus gros s'est fait là. Et pendant cette période-là, autrement dit vers 1880 jusqu'à 1910, un petit peu après, il y a eu des ouvrages qui ont été rédigés, qui se sont inspirés d'ouvrages japonais, qui ont été rédigés, qui ont vulgarisé tout le vocabulaire des jardins japonais. Ces ouvrages, le plus important, en tout cas celui qu'on juge être le plus important pour les Européens, est ce qu'on appelle le Sakuteki ou le Sukate Zo-o en japonais, qui veut dire illustration de méthode de construction des jardins, qui a été fait par un japonais, Akisato, lequel ouvrage a été repris par un japonais, Honda Kindishiro, qui a été un des créateurs de l'exposition de 1910 à Londres, et donc qui a été publié en 1890, donc vous voyez qu'on se trouve à la fin du XIXe siècle, et qui avait été déjà, qui était basé sur tous les documents et les ouvrages japonais d'Akisato, et notamment des planches de typologie des jardins japonais, qui étaient très utiles et qui se sont très vite diffusés, parce qu'ils ont été repris par un Britannique qui s'appelle Josiah Conder, j'en parlerai après, et qui a beaucoup fait pour les jardins japonais. Tous les concepteurs européens et paysagistes européens, ou les familles qui ont créé des jardins japonais dans leurs propriétés, se sont inspirés de cet ouvrage. C'était l'ouvrage de référence.
Par exemple, on avait des planches et des dessins de jardins à collines. Donc, avec toute le vocabulaire des jardins japonais de l'époque et de ce qu'on appelle promenade, autrement dit les pas japonais, les petits passages en bois, les lanternes, la yokimigata, ce qu'on appelle la lanterne des neiges, des silhouettes d'arbres travaillés. Là aussi, je vais en parler maintenant, mais on parle de taille à la japonaise. C'est une manière de travailler le végétal. Ça peut être perçu comme une manière très proche de la taille des bonsaïs. C'est différent, forcément, parce que d'abord les végétaux ne sont pas limités dans leur peau, ils sont nature, donc il faut les travailler. On travaille les silhouettes, les charpentières, mais les Japonais ont pris l'habitude de travailler les arbres de cette manière-là, parce que au Japon, vous avez des climats, notamment sur l'île principale, un climat qui est quand même très chaud et humide. Si on laisse la végétation se développer comme elle pourrait le faire au Japon, ça pousse très vite, eh bien, au bout d'un moment, elle s'étouffe. Et donc, il faut l'aérer. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les tailles en transparence, que les pins sont travaillés, c'est pour donner la lumière à l'intérieur. Et petit à petit, ça structure l'arbre, ça lui donne des silhouettes travaillées, avec ce qu'on peut appeler des plateaux, des coussinets, puisque les pins, par exemple, ne sont pas taillés, ils sont pincés. On ne taille pas au sécateur, on pince les chandelles pour pouvoir faire des sortes de plateaux. On le dit en français, mais c'est ça. Voilà, vous avez aussi des dessins de jardin de cérémonie du thé, là aussi avec tout ce qui correspond à ce vocabulaire-là, sachant que quand on dit jardin de cérémonie du thé, c'est qu'il y avait le salon de thé ici, on accédait toujours par un pas japonais, d'abord parce qu'il faut prendre le temps du temps. Et petit détail, mais qui a son importance, on rentrait par ces portes coulissantes qui sont très basses. En tout cas, ce n'est pas à la hauteur d'un homme, donc il faut se baisser à chaque fois pour rentrer là où la cérémonie du thé est faite. Et quand on fait la cérémonie du thé, ces portes coulissantes s'ouvrent et on peut déguster le thé en appréciant la sérénité du jardin. Vous aviez dans ces ouvrages-là des exemples de clôture, des exemples de ponts. Donc tout ça, ce vocabulaire-là, il a été repris après partout en Europe et aussi aux États-Unis. Donc, en résumé, il y a une lignée directe évidente entre les ouvrages japonais d'Akisato et de Honda, qui était un intermédiaire avec Akisato, qui était un maître paysagiste japonais, mais qui est resté qu'au Japon. Et puis, Josiah Condère, l'architecte britannique, qui lui a vulgarisé, qui a tout repris, qui a fait pratiquement, comme on peut dire aujourd'hui, un copier-coller du livre de Honda et de Akisato. Et il a... je me suis permis, c'est pas beau de dénoncer, mais je me suis permis de prendre par exemple dans le livre de Condère, vous avez le jardin de thé, ou tea garden. Mais quand on regarde, repérez bien les images, quand on regarde avec le livre de Condère, il y a comme une vague ressemblance. C'est plus qu'une ressemblance. D'accord ? Donc voilà, c'était vraiment un copier-coller, ça c'est clair. Il a simplifié un peu pour ce qui était des ponts aussi. Et voilà. Il a complété après son ouvrage à la fin des années 90 par des photos prises par un japonais sur les principaux jardins japonais de Kyoto notamment. Donc on retrouve ces photos d'un photographe japonais qui s'appelait Ogawa Kazumasa, que Josiah Condère il a complété son ouvrage de cette manière-là aussi. Et d'ailleurs, ce jardin qui se trouve à Kyoto a sans doute servi d'inspiration au premier jardin qui a été fait à Vienne, à l'exposition universelle de 1873, puisqu'on retrouve quelques similitudes. J'ai parlé tout à l'heure, parce que ça a été une mode, dans les années entre 1910 et 1920. Alors, il y a eu la guerre, bien sûr, mais il y avait des professionnels, notamment les professionnels Weiss, qui étaient des pépinières, qui se sont progressivement spécialisés vers l'importation directe d'arbres japonais. On ne parle pas de bonsaï, mais d'arbres japonais travaillés, etc. Et aussi de tout le mobilier japonais, les fabriques japonaises, comme les lanternes, etc. Et une manière de communiquer était d'être présent dans des floralies. Et là, vous avez un exemple d'espace fait aux floralies qui était à Paris, où ces espaces étaient vendus comme des jardins alpino-japonais. Et il y a eu toute une mode en Belgique, en Allemagne, en Suisse, de jardins alpino-japonais, qui étaient des rocailles à la japonaise, des pas japonais, mais aussi des plantes alpines, mais aussi des arbres travaillés. Donc
ça a été aussi une période qui, quelque part, a permis aussi de développer la sensibilité du paysage japonais. Et puis, il y a eu beaucoup, ça c'était des exemples sur des expositions universelles, il y a eu surtout et beaucoup de jardins japonais qui ont été faits dans des propriétés privées. Il y a eu bien sûr celle que tout le monde connaît, Albert Kahn, donc 1880-1930, qui s'était installé à Boulogne-Billancourt en 1892 sur une propriété de plus de 4 hectares. Il a fait créer un espace multiscénique selon les préceptes ou les principes du paysagiste Édouard André, très connu, lequel Édouard André, c'est lui qui a fait le parc Edmond de Rothschild aussi, dans la même commune, dans la même ville. Il faut savoir que le jardin Albert Kahn est commencé d'aménager par un paysagiste qui était Achille Duchesne. Albert Kahn a surtout insisté pour avoir une partie vosgienne, parce qu'il était originaire de cette région-là, la forêt vosgienne et le jardin japonais, parce que dans tous ses voyages, il avait beaucoup apprécié, il était aussi sensible à cette culture-là. Donc, il a fait réaliser par Achille Duchesne quelques plans d'intention, mais il est aujourd'hui plus que probable, quand je dis plus que probable, on sait qu'il n'est intervenu que Watsuki Hata, à partir de 1890, est intervenu régulièrement sur Albert Kahn. C'est aussi pour ça qu'à Albert Kahn, il y avait des arbres qui étaient taillés, si je puis dire, à la japonaise. C'était un des rares exemples en Europe où il y avait des arbres vraiment travaillés à la japonaise. Parce que tous les autres jardins japonais de cette époque-là étaient entretenus par des jardiniers qui n'avaient pas de formation ou qui ne connaissaient pas les techniques des jardins japonais, ce qui fait qu'il y avait le paysage, la conception, mais après le travail des végétaux était, on va dire, à l'européenne. Le jardin Albert Kahn, je fais juste un saut très rapide dans le temps, puisque une partie du jardin Albert Kahn que vous découvrez aujourd'hui n'est pas la partie ancienne. Il s'est très dégradé dans la deuxième partie du XXe siècle et a été refait donc, en 1989 et ouvert, je crois, en 1990 par un paysagiste japonais, un Fumiaki Takano, qui, lui, a voulu représenter la vie d'Albert Kahn. Je vais être très sincère, je préfère de loin l'ancienne partie à la nouvelle partie, mais elle a aussi son intérêt. Dans les autres jardins privés qui ont été faits à cette époque-là, il y avait la famille Kraft, Hugues Kraft, qui avait beaucoup voyagé un peu partout dans le monde, et notamment au Japon. Il avait vécu quand même assez longtemps au Japon, et il a fait créer dans sa propriété de Loges en Josas, donc c'est toujours dans la région parisienne, un jardin qu'il avait appelé Midori no Tsato, qui veut dire la colline de la fraîche verdure, et ce paysage, qui a été fait là aussi, dessiné sans doute par Édouard André, a été entretenu par Hata, qui a beaucoup travaillé. Alors ce jardin a disparu, en tout cas il n'a pas survécu, comme beaucoup d'ailleurs. Ensuite, donc il y a eu autre propriété privée en France, le paysage japonais de Molévrier. Là je vous ai mis 2 photos qui sont de l'époque, de 1910. Donc une partie photo privée d'Alexandre Marcel sur ce qu'était le parc à l'époque. On voit bien qu'il n'y a aucun arbre taillé. Il y a des aulnes, il y a des frênes, il y avait des végétaux japonais déjà, mais ils n'ont pas été entretenus parce que l'équipe de jardiniers, je vais vous montrer une photo plus loin, eux, leur spécialité, c'était le maraîchage et le verger. C'était utile à l'époque. Ce côté paysager était déjà mis un petit peu au second rang, alors je ne parle pas même pas du paysager japonais. Vous avez aussi une carte postale qui est de 1910, où on voit, tout n'était pas terminé, mais on voit déjà le pont japonais. Il y a un bâtiment qu'à l'époque, les propriétaires appelaient pagode, qui n'est pas du tout japonais. Là, je veux dire, faire plaisir, c'est plus normand que japonais. Mais c'était le salon de thé dans le paysage japonais, et comme ils prenaient le thé dans le paysage japonais, ils l'avaient appelé pagode. On a gardé le nom, mais on rectifie tout de suite les choses, en disant non, c'est pas japonais, on vous rassure. Et dans ce parc, il a mélangé, ça aussi c'est pour comprendre que la connaissance et le respect de la culture japonaise par les architectes n'était pas leur première recherche. C'est-à-dire que tout en faisant un paysage japonais, Alexandre Marcel a demandé à ses jardiniers, à tous ceux qui sont intervenus, d'intégrer dans ce paysage japonais ce qu'on appelle des toja ou des tofa, c'est les cornes, vous savez, ce qui dépasse les toits des temples thaïlandais. Il a intégré des éléments khmer, un temple hindou, voilà, d'où le nom aujourd'hui de parc oriental. C'est un vrai jardin japonais dans sa conception, mais il a fait un grand mélange, comme on dit. Donc voilà une photo aussi d'Alexandre Marcel et de ses filles qui se costumaient en japonais sur l'embarcadère. Et là encore, on voit bien que les structures existent, la rocaille,
les lanternes japonaises, mais les végétaux ne sont pas du tout structurés et taillés comme dans les jardins japonais. Les jardiniers qui sont derrière moi n'avaient pas cette compétence-là. Là, ils sont pris devant les serres du château qui ont disparu. Et j'ai eu la chance de rencontrer le petit enfant qui est là, était le fils du chef jardinier, c'est le beau monsieur à moustache, le plus grand au fond, là, avec son canetier, qui a le panier de fruits derrière, qui était devant la serre qu'on appelait la Palmeraie au château Colbert. Et il s'appelait Alphonse Duvaux, et son fils Bernard Duvaux, qui était né en 1904. J'ai eu la chance de le rencontrer en 1988 et 89, il n'était pas tout jeune, mais c'est grâce à lui qu'on a pu retrouver pas mal d'éléments sur le parc, enfin de ce qui se rappelait. Parce que quand on a repris le parc, en 87, c'était dans l'état de la photo de gauche, et encore, c'est une photo où on voit quelque chose. Moi, je peux vous dire, j'ai découvert le parc en 80, c'était un tas de broussailles, la pièce d'eau était complètement envasée, ensablée, les îles n'étaient plus des îles, etc., etc. Et je peux vous dire que le premier mois, quand je suis arrivé pour m'occuper de ce parc, autour de la pièce d'eau, j'ai enlevé et j'ai coupé 54 arbres, des aulnes, des frênes et autres, parce qu'on ne voyait plus rien. Donc il a fallu du temps pour retrouver l'histoire, et heureusement que des professeurs japonais sont venus l'expertiser dès 87, et au travers des broussailles, parce que bien sûr toutes les constructions beaucoup avaient disparu, ils ont retrouvé le principe d'un grand parc de jardin de promenade de la période Edo, et donc qui peut, on aime bien s'appuyer sur cette lecture-là, qui peut symboliser la vie d'un homme, parce que le cours d'eau est d'est en ouest. Voilà, avec tous les symboles qui vont avec, mais je ne suis pas là pour vous présenter le parc parce que je serais trop bavard. Donc, voilà aujourd'hui quelques photos d'aujourd'hui, donc avec des tailles. Alors, on a fait un choix, milieu des années 90, pour certains végétaux, de travailler à la japonaise, et pour d'autres, de garder notre identité européenne. Alors, je m'explique. On n'a justement pas voulu faire un copier-coller de ce qui existe au Japon. On a voulu rester et respecter l'esprit des jardins japonais, d'inspiration japonaise, de l'époque, c'est-à-dire avec les connaissances qu'ils en avaient. Et il faut bien le dire, parce que nous avions une vraie méconnaissance, en tout cas très peu de compétences, sur la manière de travailler les végétaux au Japon. À l'époque, que ce soit moi ou d'autres, l'équipe qui m'a accompagné, nous n'avons pas été au Japon, on n'avait pas eu de formation technique, et donc notre culture était la culture taupière. L'art taupière très européen. Donc, ce qui fait qu'on a un doux mélange, un molévrier de végétaux, des ifs notamment travaillés, on va dire, à la française, avec une structuration un peu à la japonaise, à la cisaille haute, et des pins travaillés comme au Japon, des érables travaillés comme au Japon, etc. Mais, ce qui est amusant, on a des maîtres japonais qui viennent régulièrement, 1 ou 2 fois, voire 3 fois par an. La façon dont on travaille les ifs leur plaît tellement que maintenant ils donnent des cours au Japon pour apprendre à tailler comme nous. Donc c'est amusant, comme quoi il y a toujours des échanges et des basculements. Et il y a eu aussi d'autres jardins japonais, donc à Noailles, le domaine du bois Laris, c'était dans le domaine de l'industriel de Gaston Meunier, les chocolats Meunier. Ce jardin il a disparu, mais il y avait une très belle réalisation avec une belle rocaille et une belle construction, une construction avec des matériaux qui ont été directement importés du Japon. Le chocolatier a fait venir des charpentiers japonais pour monter cette construction-là. Donc il y avait quand même des recherches, enfin quelques moyens, et une recherche d'authenticité derrière certains projets. J'ai pris un autre exemple en dehors de la France quand même. En Belgique, il y avait un jardin qui s'appelait le jardin des Roches-Fleuries, où il y a eu le Van den Broek, qui avait une propriété, qui avait une particularité, fait par des Européens et des Belges, les charpentiers hautes, mais il avait fait un mélange subtil, qui n'était pas si mal finalement, où il y avait cette construction de pont avec le pont japonais cintré comme on en connaît. Là, il n'était pas rouge, parce que le rouge a un côté sacré, ça ne peut être placé qu'à certains endroits, mais il avait aussi une pergola glycine surmontée de ce qu'on appelle un tori. Alors ça, c'est sacrilège, je vous le dis tout de suite pour les Japonais, parce que tori, c'est l'entrée dans un lieu sacré shinto, normalement. Donc ça ne s'utilise pas comme une pergola. Mais là aussi, ça montre bien la façon dont les Européens percevaient le paysage et l'architecture des paysages japonais, et des jardins japonais. Et il y en a eu beaucoup au Royaume-Uni. Là, j'ai donné que 2 exemples parce que c'est les plus connus. À Totton Park, où là, c'est un jardin qui a été fait dès 1900. Et puis aussi en Écosse, à Cowden,
Là, c'est une photo d'une partie un peu plus retravaillée récemment, mais il y a encore des grands végétaux. Mais voilà, donc c'est pour montrer que partout en Europe, et là aussi, je suis loin d'être exhaustif, il y en avait en Allemagne, il y en avait en Autriche, il y en avait au Danemark, voilà, on en trouve en Roumanie, donc on en trouve un peu partout de cette période-là. Aujourd'hui, je fais vraiment le distinguo entre la période avant 1920-1930. Après, il y a eu toute une période où le japonisme, en tout cas les jardins japonais, n'étaient plus d'intérêt. Il y a aussi, il faut comprendre, il y a eu, vous savez, en 1929, la crise économique, etc. Il y a eu aussi toute l'émergence de ce qu'on connaît être des politiques de l'Allemagne, mais aussi du Japon, ce qui a forcément freiné toutes les relations économiques et culturelles, ce qui fait que le jardin japonais n'était plus du tout à l'ordre du jour. Il a fallu attendre quelques décennies, quinzaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, pour que dans le cas des échanges économiques, culturels et politiques avec le Japon, les États-Unis, le Japon, mais aussi l'Europe, pour que de nouveau il y ait des jumelages, des actions qui soient conduites pour une mise en relation entre le Japon et l'Occident, pour faire court. Et donc, beaucoup de jardins japonais ont été faits à cette époque. À partir de 1970 jusqu'à nos jours, et il y en a encore de nos jours qui se font, une grande période à partir des années 80, dans beaucoup de collectivités, mais aussi des propriétés privées. Vous en avez une pas très loin d'ici, à Varangeville, où un jardin japonais a été fait en 1985, non pas par un japonais, mais par un américain. Donc, il y a eu de nouveau un engouement pour les jardins japonais. Voilà. Nous considérons, avec notre association, dans les recherches que nous faisons, parce qu'elles ne sont pas terminées, qu'il y a environ plus de 150 jardins ouverts au public, parce que je ne compte pas les jardins privés. Plus de 150 jardins ouverts au public qui ont été faits depuis 1980. Et il y en a tous les ans qui se réalisent. Mais là, la différence, c'est que la plupart, sauf l'exemple que je viens de donner sur Varangeville, mais la plupart ont été faits, ont été dessinés, ont été réalisés par des jardiniers japonais, dans le cadre souvent d'échanges économiques ou de collaboration culturelle. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Par contre, nous nous sommes aperçus que certains jardins, pour ne pas dire tous, mais en tout cas certains jardins avaient quelques difficultés. D'abord parce que les Japonais interviennent, mais après, il y a tout l'entretien qui suit. Et ça demande à la fois une approche du paysage, mais aussi quelques données techniques sur la manière de travailler les végétaux. Et forcément, on se retrouve dans les mêmes cas de figure qu'on a connus à la fin du 19e siècle, début du 20e, où les jardiniers n'ont pas cette connaissance. Je pourrais faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'intervention précédente, c'est que si on fait le plus beau des jardins ou la plus belle des démarches, mais qu'on n'a pas des jardiniers qui soient à même de comprendre le principe, l'essence et les techniques, le résultat n'est pas probant au bout de quelques années. Donc, il faut penser à ça. Donc, on a fait toute une démarche pour travailler là-dessus. Aujourd'hui, les jardins japonais sont des lieux où on peut créer, à partir des jardins japonais, des échanges culturels, présenter différents arts, éduquer aussi les jeunes générations à ce qu'est le jardin, faire un lien avec l'environnement. Comme j'ai dit, on peut travailler avec des végétaux. On n'est pas obligé de travailler avec des végétaux japonais. Et même, moi j'ai vu un jardin japonais avec aucun végétal japonais. Donc c'est possible, si on respecte certaines données. Et ça permet d'avoir des échanges économiques aussi. Et quelques jardins que vous pouvez visiter, j'ai cité volontairement Éric Borja, parce que c'est un sculpteur, mais qui a été le premier à réintégrer les jardins japonais, en France en tout cas. Il y a un jardin japonais à Toulouse, qui a été souhaité par Pierre Baudis, avec une partie minérale, bois de pont, etc. Le jardin de Monaco, si vous y allez, c'est très minéral autour, c'est un peu kitsch entre nous, et il est sur 7000 m², il était fait sur une dalle béton d'autocar. Il y a une partie japonaise qui est très intéressante, pas très loin d'ici, au parc floral de Haute-Bretagne. S'il y en a qui connaissent, il y a plusieurs types de jardins, dont cette partie japonaise qui est intéressante, qui a été fait par le propriétaire, qui est Alain Junot. Vous avez en Belgique un très beau jardin, sincèrement, très beau jardin, qui a été fait en 1985, fait aussi, enfin 91 plutôt, fait par un japonais, mais vraiment une belle réalisation avec des constructions japonaises très belles. Le port autonome du Havre, là aussi, relation économique entre Osaka et le Havre, avec une réalisation. Là aussi, les végétaux n'avaient pas été taillés, avec des jardiniers du parc de Molévrier, on a été restructurer les arbres fin des années 90.
Là, je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a un petit moment, je n'ai pas été voir. On avait formé un de leurs jardiniers, donc j'espère qu'il a poursuivi. Vous avez un exemple récent à Issy-les-Moulineaux en 2012, un petit jardin qui est sympathique, fait aussi par les Japonais. Là, avec l'association européenne, on forme les jardiniers japonais aux techniques avec les maîtres japonais. On organise ça régulièrement. Un très bel exemple de jardin tout récent et qui n'est pas terminé. Mais si vous allez en Haute-Vienne, allez vraiment y faire un saut. C'était fait par un passionné de bonsaï, mais qui sait vraiment travailler le jardin, Francis Théobon, qui a appelé son association Fukutsu N, qui veut dire volonté inébranlable. Et il a un très bel exemple de jardin avec des constructions. Il a tout fait, c'est très bien. Et puis des jardins en Angleterre, au Royaume-Uni, où vous pourrez découvrir de nombreux jardins. Là, il y a une association qui regroupe à peu près 80 jardins japonais au Royaume-Uni. Alors, il y a beaucoup de jardins privés, mais il y en a beaucoup qui sont ouverts au public. Vous avez des exemples très minéraux, puis d'autres avec des paysages un peu plus conséquents. Et puis, je termine très vite sur l'association Eurogiga, où vous voyez nos objectifs, ils sont nombreux. On répertorie tous les jardins japonais, ou japonisants. On fédère et on organise un réseau entre tous ces jardins. Notre objectif, c'est de sensibiliser à l'art du jardin japonais et des jardins japonais partout en Europe, de promouvoir des échanges culturels autour des jardins japonais, d'éduquer et de former avec la volonté, on a déposé les premiers dossiers, de créer une licence pour des jardiniers pour être des spécialistes de l'art du jardin japonais, de façon qu'il y ait des professionnels qui ne se revendiquent pas, entre guillemets, spécialistes des jardins japonais sans avoir fait cette formation-là, aussi quand même. Créer des échanges entre les universitaires européens et japonais pour entamer des recherches sur l'histoire, mais pas que sur l'histoire, mais aussi permettre à des jardins d'évoluer et de bien évoluer. On soutiendra un nouveau projet de jardin japonais et aussi on collabore déjà avec d'autres organisations, je pense au NAJIGA, c'est l'association nord-américaine des jardins japonais, pour créer avec les Japonais, et ça sera sans doute l'année prochaine, une communauté mondiale des jardins japonais. Et là, vous avez quelques exemples de ce qu'on fait en formation, colloque et échange avec des maîtres japonais. Là, c'est Albert Kahn. Ensuite, à droite, c'est au parc de Molévrier. Il y en a dans la Drôme. Voilà, on fait des aménagements de pierre, etc. Et je termine simplement pour remercier tous ceux qui m'ont prêté les photographies pour ce que je viens de vous présenter.